Bonjour à toutes et tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'ouvrir le cycle de conférences du cours public Les vaccins, toute une histoire, que nous avons organisé avec Alexandre Wenger et Sébastien Farré et qui a été rendu possible par un partenariat entre l'Institut éthique, histoire et humanité et la Maison de l'Histoire, et que nous remercions chaleureusement. L'idée de ce cours a fait son chemin depuis l'hiver dernier. On tenait avant tout à réintroduire de la complexité en contextualisant dans la longue durée de l'histoire les débats et les controverses autour des vaccins. L'histoire permet en effet de mettre de la distance avec notre présent et de saisir autrement des enjeux contemporains autour de la santé sans cliver dans des dérives idéologiques. Nous avons donc choisi 5 spécialistes de l'histoire des vaccins qui vont aborder des questions importantes. Aujourd'hui, Anne-Marie Moulin nous parlera de l'ancêtre de la vaccination, la variolisation. Le 21 octobre, Gaëtan Thomas de la Confiance. Le 4 novembre, nous aurons 2 invités, un historien, Laurent-Henri Vigneault, et une biologiste, Françoise Salvadori, qui nous parleront de l'histoire de l'opposition au vaccin. Le 18 novembre, Laurence Monet donnera une conférence sur la rougeole. Et nous allons conclure le cycle de conférences le 2 décembre avec une ouverture sur les contemporains avec Antoine Flahault. Je vais donc laisser la parole à Anne-Marie Moulin, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, au laboratoire Sphère CNRS La Sorbonne, Paris, médecin et agrégée de philosophie, grande spécialiste de ces questions et qui a écrit notamment L'aventure de la vaccination chez Fayard en 1996, Les médecins du Prince chez Odile Jacob en 2010 et Labyrinthe du corps chez Cartalan en 2013. Je vous rappelle qu'après son intervention, vous pourrez poser des questions aussi via le chat pour celles et ceux qui nous suivent en direct live. Merci. Je te laisse la parole, Anne-Marie. Merci Francesca. Bonjour à tous et à toutes. L'histoire de la vaccination m'a toujours passionnée, mais je constate qu'elle n'a pas fini d'éveiller des passions, encore aujourd'hui. L'histoire des vaccinations, l'histoire des vaccins peut être distinguée entre 2 périodes, avec 2 périodes, une sorte de préhistoire, celle de la variolisation, que je vais définir, et la période de la vaccination proprement dite, vaccination et vaccin. Alors, la rougeole est une maladie redoutable. Elle sévit par grandes épidémies en Europe, elle tue et surtout, elle défigure. Elle a été distinguée de la rougeole par le médecin persan Rhazès. Elle remonte probablement à des temps plus lointains. Mais on a très vite su que les survivants lors d'une épidémie, à l'épidémie suivante, sont protégés et peuvent ainsi s'occuper des malades. Au XVIIIe siècle, les missionnaires nombreux en Chine ont fait mention d'une technique, d'une méthode traditionnelle de prévention de la variole. Il y a 2 méthodes qui sont décrites. La première méthode que vous voyez sur l'image, elle consiste à prendre des pustules et des croûtes, à piler ça dans un mortier et à introduire ce mélange dans les narines d'un jeune enfant pour le protéger contre la variole. Et l'enfant présente quelques pustules et l'affaire est dans le sac. L'enfant est protégé. Cela marche bien la plupart du temps. Seulement, dans certains cas, cela entraîne de façon imprévisible une vraie variole et l'enfant peut mourir. Il y a une deuxième méthode qui consiste dans une inoculation, c'est-à-dire avec l'aiguille, on prend un peu de ce pus de varioleux. Je n'ai pas dit que la plupart du temps, on choisit une variole pas trop grave, où les pustules ne sont pas confluentes, c'est-à-dire rapprochées, le fait que l'épiderme est soulevé par une nappe de pus horrible.
C'est quand l'enfant a quelques petites pustules gentilles qu'on prélève le pus. Alors l'inoculation, d'où vient-elle? Eh bien, et c'est mon hypothèse qui plaira à certaines ici, c'est que ce sont les femmes qui l'ont inventée. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants dans les gynécées, au moins dans l'aristocratie chinoise, et elles auraient découvert par hasard que des aiguilles d'acupuncteur qu'elles connaissaient, quand elles piquent une pustule pour faire couler le pus, évidemment, l'aiguille reste contaminée en termes modernes. Et en réutilisant ces aiguilles, elles ont vu à volonté apparaître quelques pustules et la protection. C'est une construction que j'ai faite, que je risque, et j'aime cette idée que ce sont les femmes, les invisibles de l'histoire de la médecine, qui sont à la source de cette découverte. Mais ce n'est pas la méthode qui consiste à sniffer la poudre de variole qui a diffusé dans le monde entier. En fait, c'est la deuxième méthode, la méthode par l'aiguille. Cette méthode, elle s'est répandue à partir de la Chine, probablement par la route de la soie, tout passe toujours par la route de la soie, jusque dans l'Empire ottoman. Et c'est à Constantinople. Non, je ne vais pas dans le bon sens. C'est à Constantinople où Lédée Montaigu était la femme de l'ambassadeur d'Angleterre auprès de l'Empire ottoman, a découvert une pratique dans la capitale, cette inoculation à l'aiguille d'un peu de pus varioleux. C'était une femme audacieuse. J'ai traduit jadis dans un livre au titre provocateur « L'islam au péril des femmes », les lettres de Lédée Montaigu, où elle explique à ses correspondants européens qu'il y a une méthode pour se protéger de la variole. Variole qu'elle avait redoutée, elle avait gardé un visage grêlé, c'est-à-dire percé de petits trous. Et elle a eu l'audace de faire inoculer son fils par le médecin de l'ambassade, suivant la méthode locale. C'est représenté par le tableau que vous voyez, le tableau de Van Moor. Et son fils, qui était jeune à l'époque, a survécu et n'a pas contracté plus tard la variole. Et vous avez son portrait que j'ai déniché dans un journal de l'époque, des années plus tard, où il était en Italie, où il se costumait à l'ottomane. Alors, cette invention, évidemment, a soulevé des tempêtes. Elle est donc passée en Occident. Lédée Montaigu l'a rapportée de son ambassade à Londres. Là, avec son entre-gens auprès de la cour, elle a obtenu une diffusion de la méthode, une expérimentation aussi. Il y a eu une expérimentation de ce procédé sur des prisonniers à qui on a promis la survie à la vie en échange et qu'on a ensuite exposé à des varioleux et on a prouvé comme cela que le procédé marchait. Alors, ça a suscité bien sûr une tempête de controverses. Est-ce qu'il est permis de refuser le destin que Dieu vous a fabriqué? La pratique, d'autre part, est dangereuse. Et les mathématiciens comme d'Alembert et Bernoulli se sont efforcés de calculer les probabilités, le risque de périr de variole par la variole naturelle au cours d'une épidémie et le risque de contracter une méchante variole avec l'inoculation. Alors le risque était évalué de façon variable de 1 à 10. Donc la balance bénéfice-risque, comme on dirait aujourd'hui, est en faveur de l'inoculation. Mais évidemment, pour les parents, cette décision est lourde de sens. Donc c'est un dilemme. Quel risque faut-il choisir? Et vous voyez bien là un écho des controverses d'aujourd'hui. À Genève qui participe activement au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. La controverse bat son plein, d'autant plus que vous avez au moins 2 figures locales qui ont pris parti pour l'inoculation. C'est Théodore Tronchin, qui est un médecin célèbre de Genève, et Tissot, né au Valais. Les deux ont été extrêmement en faveur de l'inoculation.
Ils l'ont pratiqué dès les années 1760. Tronchin a même inoculé les enfants du frère du roi de France, et il a rédigé l'article « Inoculation » pour l'encyclopédie. Je parle bien d'une Europe des Lumières. Genève est au centre de cette Europe. Alors, maintenant, arrivons à la vaccination. En 1796, le médecin britannique Jenner, qui exerce dans la région de Gloucester, au sud de l'Angleterre, il connaît bien, il pratique l'inoculation couramment et il connaît l'observation des fermiers locaux que quand les serviteurs de la ferme traient les vaches et que les vaches ont sur le pis des pustules qui rappellent un peu la variole, après ça, quand il y a une épidémie qui survient, ils sont protégés. Et d'ailleurs, ils sont embauchés en priorité parce qu'on sait qu'ils vont pas décéder rapidement. Et cette observation bien connue dans le coin, Jenner va prendre l'initiative d'inoculer le pus de cette maladie sur la main, les pustules sur la main de la vachère Sarah. C'est bien sûr pas une photo, c'est une représentation postérieure de l'événement, et il l'inocule au petit James Phipps. Et ensuite, et c'est là où vraiment les conseils d'éthique, les comités d'éthique frémiraient aujourd'hui, il lui inocule la variole, et comme il ne se passe rien, il prouve ainsi que sa technique est protectrice. Alors, Jenner a fait donc une grande découverte, il en est conscient, et il entrevoit dès le début, ça je trouve ça très fort, la possibilité de débarrasser l'humanité avec ce qui va s'appeler à partir de 1803 la vaccination, de la vaccine. Pourquoi vaccine? Parce que c'est le nom de cette maladie de la vache, vacca en latin, et la vaccination pendant 3/4 de siècle, cela veut dire uniquement la vaccination antivariolique. Alors, donc Jenner est conscient, il dit, on va pouvoir un jour éradiquer la variole. Vous savez bien que c'est une entreprise qui a été achevée par l'OMS, pas loin d'ici, à Genève, au terme d'ailleurs d'un gigantesque effort à la fois financier et humain en 1979. Alors, la question, continuité ou discontinuité entre variolisation et vaccination? Il y a une évidente continuité, elle est incarnée par Jenner. Jenner est inoculateur de la variole et il va devenir le premier vaccinateur. Cette expérience lui a été utile et il a manifesté avec une certaine prudence parce que, au départ, cette invention de la vaccine a rencontré un grand succès et les gens ont proposé que la vaccine puisse guérir tout. Donc ils utilisaient la vaccine, on le voit souvent en médecine, quand il y a un médicament qui apparaît, on lui conserve rarement l'indication de départ, on l'essaye dans d'autres syndromes, dans d'autres maladies. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec la vaccine. Et là, Jenner est très prudent. J'admire ces observations. Quand, par exemple, il explique quand vous avez un enfant qui a de l'eczéma, je suis sûre que les mères de famille ici connaissent l'eczéma, quand vous avez un enfant qui a de l'eczéma et que vous inoculez la variole, vous risquez de transformer l'éruption sur le corps en ce qu'on appelle une vaccine généralisée qui peut être mortelle. Donc, prudence. Pas de vaccination chez les eczémateux. Ça aussi, ça éveille des considérations aujourd'hui. Et aussi, on n'utilise pas la vaccine pour n'importe quoi, elle est utile pour prévenir la variole. Point. Et c'est donc, en même temps, c'est une méthode certainement plus sûre que la variolisation et moins dangereuse. Mais en fait, la période qui a suivi la découverte de Jenner a été marquée par une certaine confusion. Les gens continuaient à inoculer
Et puis, dans les hôpitaux d'inoculation qui existaient avant la vaccine, on a aussi vacciné, ce qui fait qu'il est probable que les virus qui étaient utilisés, qu'on ne surveillait pas comme maintenant, se sont mélangés. Et aujourd'hui, les historiens et les biologistes déplorent unanimement qu'on n'est pas très sûr de savoir quelle était exactement la souche virale utilisée par Jenner. Nous l'avons probablement perdue, peut-être à tout jamais. Ce qui est important, c'est de retenir que cette méthode de prévention nouvelle de la variole, elle ne va plus être appliquée seulement à des individus, mais elle va être appliquée à des populations. Auparavant, elle était essentiellement appliquée à des individus appartenant à une certaine classe sociale, puisque ça exigeait un certain isolement, des précautions, d'ailleurs, qui rapportaient de l'argent aux inoculateurs, etc., etc. Bref, maintenant, on va pouvoir très facilement vacciner des populations entières. Et 3/4 de siècle plus tard, quand Louis Pasteur commencera ses travaux sur l'atténuation des virus, vous savez qu'à cette époque, le mot virus veut dire poison, ça ne veut pas dire virus au sens de la virologie actuelle. En 1881, Louis Pasteur propose d'appeler vaccin ce qu'il appelle des virus atténués, et on laissera tomber ce sera donc des vaccins. Il propose des vaccins pour toutes les maladies pour lesquelles on est en train de découvrir des bactéries, la tuberculose, le choléra, etc. Et donc il annonce qu'avec ces virus atténués, on va pouvoir vacciner. Et il donne à ce moment-là, pour la première fois, au vaccin et à la vaccination, ce sens général que nous lui avons conservé. Et il n'hésite pas, Pasteur, à prédire qu'avec les vaccins, on va faire disparaître la mort. Regardez sur cette statue, c'est un monument qui est dans une place à Paris. Il a été édifié après la mort de Pasteur en 1904, mais ce qui est important, c'est qu'il y a donc des bas-reliefs. Bon, il y a Pasteur qui siège au sommet, et puis il y a des bas-reliefs au bas, et vous voyez clairement que la mort laisse tomber sa faux. Et l'histoire des vaccins va commencer, mais je ne vous en parlerai pas puisque mon sujet est quand même centré sur variolisation et vaccination. Car l'histoire n'est pas finie. En fait, je vous l'ai dit déjà, on continue à inoculer, on continue à varioliser. Pourtant, la variolisation est interdite assez rapidement en France, en Angleterre, peut-être en Suisse, mais elle continue à être pratiquée dans certains pays et dans certains cas. Si on compare les deux, on a vu que par rapport à la variolisation, la vaccine présente des avantages, mais elle présente aussi des inconvénients, parce qu'il faut la conserver. Quand on avait la variole, c'était très simple, on prenait un enfant avec la variole, on puisait le pus dans les pustules, il était disponible et il n'y avait pas de problème de conservation. Avec la vaccine, il y a un problème de conservation parce qu'en fait, la vaccine est propagée d'enfant à enfant. C'est-à-dire qu'on prend en général un enfant pauvre et on le vaccine. Ensuite, il a des boutons et on prend ces boutons pour, en chaîne, vacciner d'autres enfants. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Le vaccin est sec. Les parents ne sont pas contents parce qu'on touille la cicatrice de leur enfant pour trouver un petit peu de lymphe, de sérosité. Bref, c'est compliqué. Et puis, on perd la souche. Et donc, on ne peut plus vacciner. Alors, c'est ainsi que le roi d'Espagne, en 1803, décide de propager la vaccine dans les populations d'Amérique latine. Il envoie ce qu'on appelle la croisière de la vaccine. Pendant 3 ans, elle va faire le tour de l'Amérique latine et elle va même aller jusqu'aux Philippines. Et là, on vaccine des milliers de personnes. C'est assez bien documenté. Mais comment il faut au moins 3 ou 4 mois pour atteindre les ports d'Amérique latine.
comment conserver sur le bateau la précieuse vaccine? Eh bien, avec des porteurs vivants. On embarque des orphelins ou des enfants payés, dont on paye les parents, et par paire, on leur inocule régulièrement la vaccine, ce qui fait, c'est pour moi un peu un miracle, la vaccine s'est conservée jusqu'à l'arrivée en Amérique latine. Alors, il n'y a pas de frigidaire, vous avez bien compris, pour le pus vaccinal. Mais il y a des raisons aussi, d'autres raisons, pour que variolisation et vaccination continuent côte à côte. L'Inde est un des exemples. Alors, pour vous montrer que la différence entre variolisation et vaccination sur la peau n'est pas évidente du tout. En Égypte, quand on a commencé à vacciner, Claude Bey, qui était le médecin du pacha d'Égypte, Mohamed Ali, a fait un petit tableau pour montrer aux officiers de santé, quand ils ont affaire à des lésions de variolisation et de vaccination. Et il leur donne ce tableau comparatif. Honnêtement, je ne le trouve pas vraiment très pédagogique. Je suis sûr que vous non plus, vous ne voyez pas très bien la différence entre la vaccine, la cicatrice, qui permet de différencier les deux. Mais, alors, je reviens à la question des pays où la variolisation a subsisté. J'ai parlé de l'Égypte auparavant. En Inde, par exemple, la variolisation est pratiquée depuis très longtemps par les brahmanes, par la caste des brahmanes. Cette caste place la variolisation sous l'égide de la déesse Sitala, qui est la déesse de la variole. Vous voyez qu'elle a des marques rouges, comme les pustules qu'elle envoie aux fidèles qui oublient de la vénérer. Et donc les brahmanes détiennent le monopole de cette variolisation. Et lorsque les Anglais arrivent en Inde, et bien entendu, ils veulent établir la vaccination. Et ils suscitent évidemment une opposition immédiate chez les brahmanes, mais aussi chez tous les hindous. La vache est sacrée. La mutinerie des Sipais, si vous vous rappelez votre histoire, qui a opposé l'Inde aux Anglais, qui a failli leur coûter leur belle colonie, les a rendus prudents. Pourquoi imposer une vaccination qui risque de susciter le désordre? Et finalement, on assiste jusqu'au XXe siècle à la coexistence de la vaccination et de la variolisation. D'ailleurs, la vaccination est la plupart du temps effectuée par des musulmans et non pas, bien sûr, par des hindous. Et les deux ont coexisté pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. Et au moment de la campagne d'éradication de l'OMS, ça a donné beaucoup de soucis à l'OMS. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a d'autres pays où la coexistence a continué entre variolisation et vaccination, et là encore a revêtu des significations politiques et religieuses très différentes. Alors, dans les pays arabes, dans la plupart des pays musulmans, la variolisation était donc pratiquée, et quand, par exemple, en 1830, les Français sont arrivés, ils ont instauré assez vite la vaccination obligatoire, alors qu'elle ne l'était pas en métropole, et ils ont rencontré une opposition. La méthode était, en fait, c'était pas tout à fait une inoculation, c'était, on faisait une petite incision, et sur cette incision, on posait un chiffon qui avait trempé dans du pus de pustule chez un enfant. Et après ça, on avait une éruption de pustules. Pourquoi s'opposer à la vaccination? Eh bien, c'est facile à comprendre, parce que la variolisation était une technique traditionnelle, locale, acceptée, et c'était en fait considéré comme le fruit d'une variole bénigne que Dieu envoyait. C'est pour ça qu'on parlait de la variole de Dieu, Jedri Allah en arabe. Par contre, la vaccine, c'était quelque chose qui était imposé par les hommes, imposé par les autorités coloniales,
Donc on parle de Jadri Beylik, c'est-à-dire la variole du gouvernement. La variole du gouvernement, c'est synonyme de contrainte, c'est synonyme aussi de corvée comme la conscription, les impôts, etc. Et donc il y avait un refus local, en particulier chez les nomades et dans les douars, dans les villages, à l'égard de la vaccination du gouvernement français. Alors, on le voit bien, là je n'ai pas d'image de la résistance à ça en Algérie, mais j'ai une image du Maroc, évidemment une image qui est normalement une image élogieuse. On voit là un médecin militaire avec son képi qui vaccine un musulman du Maroc, et je vous signale que c'est à l'époque où la guerre du Rif, dans la région de Tanger, pour ceux qui connaissent bien le Maroc, dans la région de Tanger, vient juste de se terminer. Donc c'est dans une ambiance de pacification que les campagnes de vaccination se déroulent. La variolisation devient donc, dans plusieurs pays, un symbole de la tradition face à la colonisation et aux innovations occidentales. Les dernières années sous mandat, c'était l'obsession de l'OMS qu'il y ait des foyers de variolisation inconnus qui continuent à entretenir des petits foyers de variole. Donc, les pays, en particulier l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, étaient vraiment considérés comme potentiellement des sources de... Mais il y avait aussi la Palestine. En Palestine, il y avait là aussi une tradition de variolisation chez les Bédouins. Et quand la Palestine a été sous mandat britannique, comme vous vous rappelez, avant la Deuxième Guerre, en fait, il y a eu une persistance de la variolisation, et les Anglais ont considéré que cette variolisation entretenait des foyers de variole. Donc il y a eu une répression. On a quelques images. Et à cette occasion, j'en ai profité pour vous montrer, je n'ai évidemment pas de photographie d'opération de variolisation. Si vous en trouvez une, ça me ferait plaisir. Vous avez là la cicatrice. La cicatrice qui a été photographiée vers 1904 par un médecin français à Alger. Et on voit bien que cette cicatrice se situe à la charnière entre le pouce et l'index. Ce qui, pour moi, a toujours été un mystère. Parce que franchement, s'il est bien un endroit où c'est incommode d'avoir des boutons, c'est entre le pouce et l'index. Et ce qui est encore plus étrange, c'est le fait que cette localisation de la variolisation entre le pouce et l'index, on la retrouve en Algérie, on la retrouve au Maroc, et on la retrouve aussi, et là c'est vraiment surprenant, à l'autre bout du monde, en Afghanistan, où j'ai lu des quantités de documents affirmant qu'elle est aussi pratiquée entre le pouce et l'index. Donc je n'ai pas de réponse à ma question. Ce qui est important, c'est que donc de rappeler que l'Afghanistan, qui est d'actualité hélas aujourd'hui, connaissait la variolisation, et que bien sûr l'OMS a envoyé des équipes, ici les équipes de Johns Hopkins, qui ont vacciné la population. Et ça c'est pour vous rappeler qu'en fait la vaccination avait commencé en Afghanistan vers 1900, où l'émir de l'époque a autorisé des infirmières britanniques à vacciner quelques enfants. Ça, c'est des photos autorisées par l'OMS de la campagne de vaccination dans le cadre de l'éradication de la variole. Vous voyez qu'elle s'est faite en respectant la coutume locale, en particulier la dame qui sort son bras pour être vaccinée sous l'œil du mari, sans qu'on voit son visage. Et donc, ça s'est passé assez bien. Et il n'y a en particulier pas eu les violences qui ont accompagné la campagne de vaccination dans les derniers moments au Pakistan. Apparemment, en Afghanistan, ça s'est passé tranquillement. Mais la question que je me pose, c'était donc dans les années 60-70. Qu'est-ce qui se serait passé en Afghanistan si les troupes soviétiques, au lieu d'arriver en 1979, étaient arrivées un peu avant? Là, c'est de la science-fiction. Mais quand même, on peut imaginer que s'ils étaient arrivés 5 ou 6 ans plus tôt, la campagne d'éradication n'était pas terminée et
la variole ne serait probablement pas toujours éradiquée quand on pense que la guerre qui a commencé à cette époque, elle continue aujourd'hui. Autrement dit, c'est vraiment toute une histoire. Aujourd'hui, et ça sera ma dernière diapo, on s'aperçoit la leçon à tirer de cette discussion que j'ai eue avec vous sur variolisation et vaccination. Certes, on a vu que la vaccination l'a emporté, mais il y a un enseignement de la variolisation. C'est qu'il faut quelque part trouver une méthode qui soit acceptable localement et culturellement. Autrement dit, il faut trouver, et c'est peut-être difficile, une méthode, si on veut une vaccination universelle, ce qui est en débat aujourd'hui. Si on veut une vaccination universelle, il faut à la fois une vaccination qui soit scientifique, éprouvée, expérimentée, mais aussi une vaccination qui soit quelque part acceptable en rapport avec des expériences immémoriales et avec la culture locale. En fait, on peut bien le dire, oui, vraiment, les vaccins, hein, c'est toute une histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Marie. Est-ce que déjà il y a des questions dans la salle? Parce que sinon, j'ai des questions qui sont arrivées dans le chat. Je vais déjà poser des questions qui sont... Allez-y. Ma question est en relation avec le fait qu'il fallait maintenir la vaccine chez des enfants pour pouvoir la transmettre. On ne pouvait pas le faire sur des vaches, puisque c'était elles qui étaient, on va dire, porteuses au départ, non? Je vous soupçonne de connaître la réponse. Non. Non? Sinon, je ne poserais pas la question, sincèrement, je ne suis pas tordu. Parce que, oui, bien sûr, avec les difficultés des porteurs vivants, du vaccin qu'on appelle de bras à bras, on a proposé de recourir à la vache. Le problème avec la vache, ça pose d'autres problèmes. Mais d'abord, il fallait transporter la vache. Parfois, c'était la vache elle-même qui voyageait. Il y a des photos pittoresques où elle arrive en gare de Lyon par le train, elle descend sur le quai. Enfin, vous pouvez imaginer tout le folklore autour de ça. Mais donc, l'idée de faire de la vache le réservoir de vaccins, c'est effectivement une solution. Et elle a été adoptée généralement dans les années 1870. Elle a été d'autant plus acceptée que la vaccination de bras à bras, pour les enfants, passe encore, et même avec les enfants, ça peut poser problème. Mais quand on a utilisé des adultes, on a transféré des maladies avec la vaccine. Alors, il y a des histoires de chasse, évidemment, sur un monastère de bonnes sœurs qui a attrapé la syphilis. Mais au-delà de... Enfin, je crois que l'histoire est plus ou moins vraie, et c'est sûr que on a transféré des maladies, dont la syphilis, qui était quand même assez fréquente dans la population, avec ce transfert de bras à bras. Donc il y avait aussi des arguments infectieux pour préférer la vache. Mais la vache, il y a aussi des problèmes avec la vache. Par exemple, il y a des pays qui n'ont pas de vache. En Indochine, quand Calmette, le directeur de l'Institut Pasteur de Saigon, a voulu vacciner, il n'y avait pas de vache, il y avait des bufflones. Eh bien, le vaccin, la vaccine des vaches d'Europe, inoculée à la bufflone, ça ne marchait pas. Donc, il a fallu une adaptation laborieuse pour que finalement la bufflone, en Égypte d'ailleurs c'est le même problème, parce qu'il n'y a pas des vaches, il y a des bufflones, servent de support et de réservoir au vaccin. Je crois que j'ai répondu à votre question. Oui. Je vais prendre une question du chat déjà. Alors, on nous demande si, concernant l'éradication de la variole, est-ce que les gestes techniques de la vaccination qui a, lui seul, éradiqué la variole, ou la vaccination a été soutenue par des mesures d'hygiène sociale, de contrôle et de dépistage? Je ne suis pas sûre que j'ai compris la question. Est-ce que du coup, c'est que les gestes de la vaccination contre la variole qui a éradiqué, permis d'éradiquer la variole, ou en fait,
elle a été éradiquée aussi parce qu'elle a été soutenue par d'autres mesures, dont notamment celles d'hygiène, dépistage et contrôle. C'est difficile de répondre parce que c'est évident que la variole est extrêmement contagieuse. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, évidemment, toute mesure d'hygiène, comme par exemple offrir aux gens des logements salubres où il y a une grande distance, les gens ne sont pas entassés les uns sur les autres, qui est une mesure d'hygiène générale, c'est évidemment une mesure qui facilite la disparition de la variole. Il n'empêche qu'elle est tellement contagieuse que c'est peu probable que l'hygiène joue immédiatement, du moins directement. Elle est tellement contagieuse qu'il y a eu quand même des cas de variole quelques années avant l'éradication à partir d'un laboratoire en Grande-Bretagne. C'était un photographe qui travaillait dans un laboratoire où on cultivait le virus varioleux et il s'est contaminé, il a contaminé plusieurs personnes dans la ville. Et donc, ça a été, en tout cas en Europe, les derniers morts de la variole. Donc, l'hygiène, oui. De toute façon, l'hygiène, c'est bien, mais ça n'aurait certainement pas permis d'éradiquer la variole. Merci. Il y a des questions dans la salle? Je vais en prendre une autre donc du chat. La variole du gouvernement, entre guillemets, me fait penser au virus chinois, entre guillemets. Est-ce que la lutte contre les maladies infectieuses a toujours été parasitée par des considérations patriotiques? Répétez. Vous avez dit à un moment donné la variole du gouvernement. Donc, on nous demande si cette expression qui fait un peu penser à l'expression de Trump, virus chinois. Et la question, c'est est-ce que la lutte contre les maladies infectieuses a toujours été parasitée par des considérations patriotiques? Ah oui, oui. Oh, mais je pense, comment osez-vous me poser une question pareille? Actuellement, on parle de quoi? Du vaccin français? Non. Du vaccin indien, du vaccin chinois, du vaccin russe. Non, justement, j'ai eu un lapsus, on ne parle pas du vaccin français parce que précisément, on n'en a pas. Mais si on en avait un, vous en entendriez parler. Bon, donc il y a bien sûr des considérations de patriotisme. En Chine, il y a eu un problème un peu particulier, c'est que donc là, par définition, la variabilisation y était très importante. J'avais d'ailleurs une diapo que j'ai enlevée pour aller plus vite, et elle était effectuée par des praticiens à la campagne qui se faisaient payer. Donc quand la vaccine a été introduite, elle a été introduite très tôt. Elle a été introduite pratiquement vers 1805, en particulier par les Anglais qui étaient dans des ports en s'appuyant sur les leaders des corporations marchandes. Mais en fait, pendant un siècle, les inoculateurs ont continué d'inoculer dans l'immense Chine, qui n'était pas contrôlée. Et c'est en fait Sun Yat-sen, le premier président de la République chinoise, qui a déclenché une véritable organisation de la vaccination, avec une opposition terrible. Donc il y a eu pendant des années, les inoculateurs de la campagne, ils ne voulaient pas perdre leur gagne-pain. Et les paysans soupçonnaient, je ne sais pas s'ils parlaient de variole du gouvernement, mais de toute façon, il y avait une opposition. Et puis vous savez bien, ensuite, la guerre civile, les communistes, etc. Et il y a eu une lutte du gouvernement communiste contre la variolisation. Mais elle a dû subsister. Il y a eu encore des cas de variole autour des foyers d'inoculation dans les années 50, 60, et c'était aussi une source de soucis pour l'OMS. Merci Anne-Marie. J'ai encore une question qui vient du chat. Est-ce qu'il y avait des anti-vax à l'époque? Des anti-vax ou des anti-inoculateurs? Il n'y a pas dans la question. Donc il n'y a pas de question. Alors, j'ajoute la question. Bien sûr, il y avait des anti-inoculateurs. Tronchin et Tissot, en Suisse, ils ont eu une opposition terrible. Et sur des raisons, sur des fondements théologiques. Et vous savez qu'à Genève, la théologie, ça a du poids. Donc, il y a eu une opposition à l'inoculation. Mais il y a eu aussi, bien sûr, des oppositions à la vaccination pour toutes sortes de raisons. En particulier, théologiques,
le fait que, au fond, Dieu a prévu, c'est toute la doctrine de la prédestination, et ce débat, il a été extrêmement virulent, à tel point que dans le clergé, il y a eu des pour et des contre, et au moment de Napoléon, par exemple, Napoléon a demandé aux évêques et aux curés dans leur paroisse de prêcher la vaccination, pour justement contrer les religieux qui auraient pu, qui de fait protestaient contre la façon dont l'homme se prend pour Dieu Tout-Puissant. Puisque, on le voit bien d'ailleurs avec l'idée que la mort peut être différée, presque vaincue, c'est une ambition qui va droit à l'encontre du respect, de l'humilité de la créature. Merci. Encore une autre question. Les tentatives de civilisation au XIXe siècle, c'est-à-dire l'inoculation volontaire de la syphilis, sont-elles motivées par la proximité des noms entre vérole et grand vérole ou par une relative confusion entre des maladies? Ah non, il n'y a pas de confusion, puisque vous savez, effectivement, il y a la petite vérole, c'est notre variole, et il y a la grosse vérole ou la grande vérole, qui est la syphilis. Et effectivement, dans le vocabulaire, il y a une confusion. On parle de quelqu'un qui est vérolé. En général, quand on dit ça, c'est plutôt la syphilis. Et la syphilis est, au XIXe siècle, vous le savez bien, une maladie extrêmement redoutée, extrêmement présente, à la fois dans le public, chez les pauvres, mais aussi chez les riches. Que serait la littérature si on oubliait la syphilis avec les noms de Flaubert, Maupassant, j'en oublie, vous en connaissez sûrement d'autres exemples, les Goncourt, etc., etc., Alphonse Daudet, mais bon, il y en a encore. Donc, la syphilis, c'est une obsession du XIXe siècle. Et je pense qu'on ne la confond pas, malgré l'identité, enfin la proximité des termes, je crois qu'on ne la confond pas. Par contre, effectivement, il y a eu des entreprises de syphilisation, c'est-à-dire l'idée qu'en prenant du pu, parce qu'il faut un matériau, il faut quelque chose. Or, la syphilis, vous savez, en particulier dans sa phase dite primaire, au début, après la contamination, il y a ce qu'on appelle un chancre, c'est-à-dire une ulcération avec un fluide, une sérosité qu'on peut utiliser. Il y a aussi plus tard, dans la phase secondaire de la syphilis, une éruption sur tout le corps dont on peut peut-être aussi utiliser le matériau. Et donc, il y a eu, par un médecin qui s'appelait Osias Turenne, un médecin français, une tentative de syphilisation qui supposait exactement comme pour la variole, qu'on syphilise, c'est-à-dire on introduit donc du pu de syphilis dans le corps du sujet, et ensuite, on peut supposer qu'il est exempt de contamination. Ce qui est un grave problème au moment où la prostitution, la sexualité est très liée à cette histoire de contamination par la syphilis. Et donc Osias Turenne pratique la civilisation sur lui-même. Il y a une tradition chez les médecins d'auto-expérimentation, parfois courageuse, mais aussi dangereuse. Osias Turenne donc, effectue la civilisation sur lui, il communique à l'Académie de médecine et il diffuse un projet qui attire l'attention du ministre de l'époque, du ministre de l'Intérieur de l'époque, puisqu'il n'y a pas de ministre de la Santé à cette époque en France, pour faire un projet de civilisation universelle, c'est-à-dire exactement comme la vaccination antivariolique qui est à ce moment-là en débat au Parlement. Ça mettra 30 ans pour aboutir en 1902 à l'obligation du vaccin contre la variole, mais il y a eu plus de 30 ans de débat au Parlement avant d'aboutir à ce résultat. Et parallèlement, donc Osias Turenne propose un projet de vaccination potentiellement obligatoire contre la syphilis. Heureusement, ce projet n'a pas abouti. C'est pour ça que la plupart des gens l'ont oublié. Et c'est peut-être pas une très bonne chose dans une atmosphère de controverse de rappeler ce qui aurait pu être un vrai désastre, puisque la syphilisation, chose étrange, ne protège pas.
Et d'ailleurs, l'histoire tragique d'Ozias Turenne, qui s'est syphilisé plusieurs fois, et donc, paraît-il, le corps qui a été révélé à sa mort portait d'innombrables cicatrices de chancre sur tout le corps, avec des fistulisations, avec des suppurations. Enfin, c'est une histoire affreuse. Et donc, quelque part, cette histoire se termine mal. Et heureusement, le projet n'a jamais vu le jour. Merci beaucoup. Nous avons des questions qui viennent de la salle. Avant Pasteur, quel était le modèle? Comment est-ce que les médecins expliquaient que l'inoculation ou la vaccination, ça marchait? Vous posez une excellente question, mais un peu difficile. Un peu difficile. Le mécanisme de la vaccination. Déjà, je dirais qu'on peut se poser la question pour la variolisation. Pourtant, ça suscite assez peu de questions en général. Les gens considèrent, ben oui, la variole, quand elle survenait, on était immunisé, puisque maintenant c'est le mot qui vient à la bouche, alors que bien sûr on ne parle pas d'immunité à ce moment-là. En fait, la théorie qui expliquait la protection contre la variole, en particulier en Chine, n'a rien à voir avec les explications d'aujourd'hui sur l'immunité vaccinale. En fait, les Chinois, c'est une histoire très compliquée, les Chinois considéraient que l'enfant né avec le bébé né avec des semences de variole, un poison. Il naît avec un poison inné. Je me suis bien fait expliquer ça par mes collègues sinologues. Ce poison inné, il résulte d'un mélange de la semence paternelle avec le sang des règles. Vous savez que le sang des règles est souvent considéré comme funeste, d'où les interdits, etc., etc. Je suis sûre que... Bon. Et donc, ce poison, l'enfant naît avec ce poison. Donc, ce poison, inévitablement, donnera un jour une variole. Donc, la variole n'est pas vue comme quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'interne à l'organisme. Et le but de la variolisation, ça c'est quand même assez compliqué à suivre, c'est de faire sortir, en un temps qu'on décide, à l'avance, ce poison intérieur qui de toute façon devait sortir et qui s'extériorise sous forme de pustules. Je sais que vous trouvez ça compliqué, je me le suis fait expliquer plusieurs fois grâce à une amie qui travaille, Florence Bretel, qui travaille sur les manuscrits chinois pour essayer de prouver la chronologie de l'invention de la variolisation, puisque dans ma jeunesse, les pro-chinois considéraient que la variolisation remontait en Chine au Xe siècle et qu'elle avait même été propagée dans tout l'Empire par des dirigeants soucieux du bien-être de leur population. Ça, c'était une période des années 60. Et bien sûr, c'est tombé en désuétude. Et donc, mais il y a eu probablement effectivement un effort des autorités, parfois, pour encourager la variolisation. Mais on remonte probablement pas au Xe siècle, et c'est un sujet d'étude aujourd'hui pour les historiens de la Chine. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la variolisation en Europe, il y a eu aussi des spéculations sur le fait que ce n'était pas un poison extérieur, mais un levain, on parle d'un levain, un ferment, parce que quelque part, les pustules sont attribuées à une sorte de bouillonnement des humeurs avec cette solidification en pustules. Alors, si on saute à la vaccine, quelle est l'explication ? Alors, l'explication, on a tendance maintenant, parce que c'est une période qui va jusqu'à nous, et on a tendance à projeter évidemment notre explication, à savoir, on a maintenant le système immunitaire, et vous savez mieux que moi que le système immunitaire combat les virus, à la fois avec des molécules qui s'appellent les anticorps, mais aussi avec des cellules, ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, des cellules gloutonnes, qui vont attraper et dévorer le virus. Alors, tout ça, c'est très difficile, c'est notre façon de penser aujourd'hui. Donc, comment génère, concevait l'immunité, la protection. Le terme d'immunité n'existe pas à ce moment-là.
Eh bien, Jenner était essentiellement empirique. Il constatait que ça marchait et il n'avait pas vraiment de théorie à ce sujet. La théorisation, elle viendra petit à petit. Le terme d'immunité, vous savez que immunité, c'est un terme diplomatique, ça désigne un privilège. Un privilège, par exemple, les ambassadeurs, ils ont le droit de transporter des bagages qui ne sont pas surveillés par la douane, qui ne sont pas explorés par la douane. C'est aussi un privilège, de façon générale, l'immunité, c'est l'exemption d'une corvée, qui peut être le service militaire ou un impôt. Immunité, privation d'une charge. Alors évidemment, maintenant, ce terme, on a complètement oublié les origines diplomatiques et juridiques, et donc c'est vu comme quelque chose de positif. L'immunité, c'est fabriquer des moyens de défense. Et donc, mais la théorie derrière la vaccination, elle a mis beaucoup de temps. Par exemple, Pasteur lui-même a essayé de proposer une théorie. Et sa théorie, c'était que lorsque on introduit un poison, un virus, au sens ancien, dans l'organisme, ce poison, cet être vivant, parce que Pasteur a bien compris que là, c'était quelque part, on avait affaire à un processus vivant, que cet être vivant qu'on introduit dans l'organisme, Pasteur croyait surtout aux vaccins atténués, c'est-à-dire les vaccins, comme on dit aujourd'hui, les virus encore vivants. Quand on l'introduit dans le corps, il se nourrit, et en se nourrissant, il appauvrit l'organisme, ce qui fait qu'après une exposition naturelle au virus, à la bactérie, ne trouve plus le matériau nutritif pour se développer. C'est une théorie qu'il a exprimée, qui n'a eu, disons, pas de succès, et c'est essentiellement ceux qui pensaient que c'était un processus positif, c'est-à-dire non pas qu'on épuisait quelque chose dans le corps, mais que le corps produisait quelque chose. Et dans les années 1890-1900, on commence à parler d'immunité, et on commence aussi à la mieux comprendre avec la description, comme je disais tout à l'heure, des anticorps et des cellules. Et à partir de là, on démarre sur l'immunologie, les bases de l'immunologie d'aujourd'hui. Même si la sophistication des mécanismes d'immunité, vous la connaissez, puisqu'actuellement, elle fait partie de votre culture, de notre culture commune, puisqu'on discute toutes les questions scientifiques liées à la vaccination et à la compréhension de l'immunité. C'est dans les journaux, y compris des journaux que tout le monde lit, pas seulement des revues scientifiques. Merci Anne-Marie. Nous allons prendre une dernière question. Je tenais juste à m'excuser parce que nous avons des grosses ennuis techniques. En fait, les live streams ne marchent pas, donc la conférence sera disponible demain. Donc, il y a une question qui vient de la salle. Mais si Audrey... Oui. Ah, il a déjà... Oui, je voudrais rebondir sur une question précédente qui concernait Tronchin. Donc, vous avez dit que sa méthode d'inoculation a rencontré pas mal d'opposition, y compris à Genève. Mais est-ce qu'elle n'a pas rencontré plus d'opposition en France, par exemple, dans les pays catholiques? Parce que, sauf erreur, les promoteurs de l'inoculation venaient souvent de pays protestants. Donc ma question, c'est par rapport au rôle de la religion et aux oppositions qui ont pu exister, liées notamment à la religion catholique, ou peut-être de manière plus générale, peut-être encore aujourd'hui aussi, en fonction de croyances, de l'opposition contre l'inoculation à l'époque et à la vaccination aujourd'hui. Alors, il n'y a pas seulement une question de religion, aussi une question de politique. Quelque part, les protestants, en particulier en France, sont dans l'opposition, de façon générale. Et d'ailleurs, c'est une chose qui continue jusqu'à nos jours. Les régions en majorité protestantes, comme vous le savez, ont mieux résisté pendant la Deuxième Guerre. Alors, à Genève, où le protestantisme est majoritaire, ça ne joue peut-être pas de la même manière. Je veux dire que, par définition, mais même à Genève, face à l'autoritarisme des régimes catholiques, du grand roi de France, etc., je pense qu'il y a eu un soutien à l'esprit de l'encyclopédie, à l'esprit des Lumières, à savoir justement protéger la population et estimer qu'au contraire, Dieu a mis dans l'homme une intelligence et
elle est faite pour s'en servir. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est très possible que le protestantisme dans sa contestation essentielle du pouvoir et sa contestation aussi des obligations dans d'autres pays, ait joué un rôle et était plus facilement favorable à l'inoculation d'abord et ensuite à la vaccination. Merci. Alors, une toute dernière question. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, j'ajouterais quelque chose. Il y a eu toute une étude qui a été faite sur un foyer de rougeole en France, qui est parti d'une école catho traditionnelle. Et donc, effectivement, il y a un courant chez des religieux conservateurs pour refuser la vaccination sur une base théologique. Et donc, cette école catholique a été stigmatisée comme ayant été à l'origine d'un certain nombre de cas de rougeole. Mais vous avez à l'opposé aussi les Hollandais, vous savez, on appelle cette secte protestante en Hollande qui refuse les innovations et qui aussi a été à l'origine de cas de rougeole. Donc je ne voudrais pas tracer une ligne absolue entre les deux religions. Je pense que tout ça est une affaire de contexte. Bonjour madame. Durant votre exposé, il a été mentionné cet aspect donc des vaches malades à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on peut parler d'une épizootie concernant... Est-ce qu'on peut parler d'une épizootie épizootie. Ah, d'une épizootie, d'accord. Ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme par rapport aux vaches malades de l'époque. Est-ce qu'on peut parler de ce terme? Je suis pas sûr que j'ai compris votre question. Ces vaches qui étaient malades avec leur pustule au niveau des pieds, est-ce qu'on peut utiliser ce terme qu'on entend souvent ces temps d'épizootie aussi? Est-ce que la vaccine chez la vache était une épizootie, c'est ça? Oui. Écoutez, une fois de plus, je considère que les vétérinaires en savent plus que nous. Je suis une inconditionnelle de l'Alliance avec les vétérinaires. Et effectivement, je ne sais pas, les vaches du temps de Jenner avaient cette maladie sur le pie. Est-ce que ça diffusait énormément de vache à vache? On peut l'imaginer, puisque ça propageait, y compris dans l'espèce humaine. Il est probable que les vaches... Mais ça ne devait pas représenter une épizootie, parce qu'une épizootie, pour moi, c'est la mort du bétail. Or, je n'ai pas entendu parler d'une mortalité due à la variole de vache. Donc c'était une maladie, je pense, relativement bénigne chez les vaches. Mais vous me posez un peu une colle. C'est bien de finir pour montrer qu'il y a encore du travail et pour moi des choses à apprendre. Merci beaucoup Anne-Marie Moulin. Donc nous allons vous donner rendez-vous le 21 octobre pour une conférence donnée par Gaëtan Thomas du Media Lab Chaire Santé de Sciences Po Paris, qui nous parlera de la vaccination, une histoire matérielle et symétrique de la confiance. Et on aura réglé d'ici là les soucis techniques pour le live stream. Merci beaucoup.